face à cette problématique-là. Je ne voulais pas faire de pub, de tunnel, de machin hyper compliqué. Je voulais avoir une connaissance extrêmement précise des gens à qui je parle, sur une très petite quantité de gens, et pouvoir gagner beaucoup d'argent avec ces gens-là parce que je leur apportais précisément ce dont ils avaient besoin. Et on va être clair là-dessus, les gens qui sont en train de se lancer, non. Et soit tu n'es pas lancé, soit tu es lancé. Quand tu es lancé, tu as une offre. Si tu as une offre, elle est publique et que tu la vends, tu es lancé. J'ai une connaissance des gens que j'ai décidé d'aider qui est extrêmement précise parce que je suis en immersion permanente dans leur monde et parce que j'en viens. J'ai vécu ce qu'ils sont en train de vivre. C'est seulement avec ce niveau de connaissance des gens que tu veux aider que tu arrives à faire des choses extraordinaires. Salut à toi, c'est Florian et je suis vraiment heureux de te retrouver dans ce 5e épisode du podcast Dans la tête d'un top player. Et aujourd'hui, nous avons un invité de marque et nous avons une mission très spéciale, faire un podcast à la hauteur de ces petits-déj à Bali. Et j'ai l'honneur d'accueillir monsieur Jérémy Coleman. Comment tu vas, Jérémy? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va super, je suis vraiment ravi de t'accueillir ici. On va s'amuser, on va passer un bon petit moment ensemble. Ouais, ça fait bien ça. Ça me plaît. Stop. Bon, première question, ça c'est la plus simple. Que fais-tu? D'où viens-tu? Qui es-tu? Alors cette question, je l'aime beaucoup et à la fois, elle est très compliquée. Tu sais, c'est qui es-tu? C'est très vaste. Tu sais, c'est par quoi je commence? C'est qu'est-ce qui me C'est clair, définit? ça. Mais on est là pour parler essentiellement quand même de business. Ouais. Je m'appelle Jérémy Coleman, j'ai 31 ans. Je suis associé avec Florian Morata et on a une mission au sein de notre entreprise, c'est d'accompagner les coachs à avoir plus de clients ou à avoir des clients pour ceux qui se lancent en fait, mais avec le système le plus simple, libre et efficace possible, loin de tout ce qu'on nous enseigne aujourd'hui sur le marché, qui est de monter des usines à gaz, alors que toi, en fait, tu veux juste être coach, quoi. Tu veux juste vendre ton accompagnement. Et le problème, c'est qu'on fait fabriquer des usines à gaz qui vont faire des entreprises à 100 millions à des personnes qui viennent de se lancer. Et on trouve avec Florent que ça n'a aucun sens. Donc, on s'est posé là-dessus, sur ce créneau-là. On s'est vraiment mis sur ce point très précis, le système le plus simple possible pour les coachs qui veulent avoir des clients. Donc après, on délivre ça à travers différents programmes. Comment moi j'en suis arrivé là aujourd'hui? Moi j'ai un parcours quand même dans l'entrepreneuriat et dans le web et puis ensuite dans le freelancing, etc. qui a 10 ans. J'ai eu plusieurs médias, plusieurs entreprises. J'ai été dans la séduction, dans le sport. J'ai accompagné des grandes entreprises en France, des grandes agences en sous-traitance et plein de choses comme ça en fait, à trouver des clients et à mettre en place des stratégies de communication efficaces pour obtenir ces clients. Et au fur et à mesure, en fait, si tu veux, j'ai juste eu un gros pétage de plomb avec les entreprises du corporate en disant oui, alors ces gens-là payent extraordinairement bien. Il n'y a pas à dire, hein, on ne va pas se le cacher. C'est vraiment des gros cachets que tu récupères à la sortie. Mais celui qui paye, celui qui applique et celui qui décide, c'est 3 personnes différentes. Donc ça rend le truc extrêmement compliqué, extrêmement relou à faire. Ouais. En dehors de ça, les personnes, elles n'appliquent pas à la bonne vitesse, et puis c'est pas leur argent, et puis donc elles s'en foutent. Et puis alors, ils estiment qu'à partir du moment où ils t'ont payé, même s'ils t'ont payé extraordinairement cher, t'es leur larbin. Alors, ils n'ont aucun problème, ces gens-là, à payer un larbin 100 000 €, mais tu restes leur larbin en fait. Hein. Ouais. Et à un moment, j'en ai eu marre de me faire gueuler dessus par des gens comme ça. J'ai dit, bon, je vais retourner à mes premiers amours avec le web. Moi, tu sais, j'ai démarré tout ça avec le blogging et des choses comme ça il y a 10 ans de ça. Je vais retourner vers ces gens-là, les blogueurs, les entrepreneurs web, etc. Et ensuite, naturellement, en fait, je me suis trouvé plus d'affinité avec les coachs. J'ai rencontré Florian sur le chemin et c'est comme ça qu'on est arrivé là où on est aujourd'hui. Et justement, Florian, là, on le voit pas trop. C'est toi, Non. en fait, plus la tête sur les réseaux, même si lui, il est vraiment… et je sais qu'il a un grand rôle en background. Euh, Comment vous vous êtes trouvés? Comment vous vous êtes trouvés aussi complémentaires l'un l'autre? Parce qu'il y a une grosse complémentarité. Alors, c'est des amis qui nous ont présentés. C'est des Ok. amis qui savaient ce qu'on faisait respectivement, qui ont dit ces deux-là, il faut qu'ils se rencontrent, forcément ça va matcher. J'ai vu Florian une première fois autour d'un café. On a parlé de marketing et de business pendant 3 heures. On a bu un café, je suis rentré chez moi, il m'avait donné 2-3 tips qui avaient l'air marrants et intelligents. Et tu vois, je suis rentré, je les ai appliqués. Là, moi, j'ai envoyé un message, je fais putain, j'ai fait X% en plus avec ton truc et tout con là qui donnait en 3 phrases. Quoi. On est resté potes pendant très longtemps. Je pense que c'est l'échelle de 6-12 mois, tu vois, on a continué à se parler tranquillement, on était copains, quoi, on se voyait de temps en temps et tout. Et à un moment, à force de discuter, il m'a dit écoute, Jérémy, aujourd'hui, toi, tes problèmes, c'est ça, ça, ça et ça. Tu veux aller là, etc. Moi, ce truc-là, je pense que je peux t'aider à mettre en place une stratégie opérationnelle, vraiment en mode militaire, pour atteindre tes objectifs.
À cette époque-là, c'était écrire un livre, c'était monter sur des coachings beaucoup plus avancés, c'était avoir plus de clients et puis développer mon entreprise tout simplement. Et Florian m'a mentoré pendant 3 mois. Ok. Donc là, pour une très très grosse somme que j'ai accepté de payer parce qu'il est brillant Ouais. et que je le sentais tout à fait capable de m'aider à atteindre cet objectif-là. Et au bout des 3 mois, en fait, si tu veux, c'est putain, on aime vraiment travailler ensemble. Et c'était le moment où moi je lançais un programme, on se rendait compte à quel point il était complémentaire sur ce programme-là. C'est un programme qu'on a gardé pendant 2 ans, c'était le programme Mercure. Ouais. Et en même temps, j'avais moi une petite baisse de régime dans ma vie, je vivais des événements un peu difficiles et il a été un vrai soutien. Il a limite fait la moitié des trucs à ma place parce que émotionnellement, je n'étais pas en état de les faire correctement. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, en fait, c'est juste une évidence, il faut qu'on s'associe, il faut qu'on continue à travailler ensemble. C'est débile de faire le yo-yo entre le mentor et l'élève, alors qu'en fait, on a juste des forces qui sont complètement complémentaires. Ouais. Florian, à la base, c'est un ingénieur qui s'est passionné pour la stratégie, et pour la vente et pour la persuasion, des choses comme ça, et pour des choses bien plus grandes que ça ensuite. Et alors que moi, je suis un créatif avant tout. C'est-à-dire que moi, j'aime produire 25 contenus dans la journée, j'aime le networking, j'aime rencontrer énormément de gens. Je suis un moulin à idées et un moulin à rencontres. C'est très très bien, mais moi, me poser pendant 12 heures devant une feuille pour réfléchir à la stratégie des 20 prochaines années, ce n'est pas exactement mon truc préféré. Florian, à côté de ça, créer beaucoup de contenu, c'est une plaie pour lui, parce que tant que ce n'est pas parfait, ça ne peut pas sortir. Donc, il est extraordinaire pour faire des programmes, par exemple. Il est extraordinaire pour mettre en place les stratégies à long terme, pour réfléchir vraiment à la vision de l'entreprise à long terme, pour étudier le marché dans ses moindres détails, etc. Et en fait, c'est là qu'on se complémente complètement. Ouais. C'est-à-dire que ce que j'adore, il le déteste, et ce que je déteste, il l'adore. Donc en fait, au final, il t'a mentoré au tout début, vous vous êtes connus, et ensuite vous vous êtes dit, mais la complémentarité, elle est exceptionnelle. Ouais. Donc, il faut absolument en fait qu'on fasse un truc ensemble et qu'on continue le chemin ensemble. C'est exactement ça. Ok. Et je suis l'image publique de l'entreprise parce que c'est moi qui crée le plus de contenu et le plus de facilité. Ouais. Ce ne sera pas forcément toujours le cas dans le futur, mais de toute façon, Florian ne produira jamais 3-4 contenus par jour comme moi je le fais. Moi, ça m'amuse, ça me plaît. J'ai développé cette compétence. Florian, il a besoin de trucs hyper précis, hyper clean, hyper millimétrés, etc. Si la virgule n'est pas au bon endroit, lui, ça l'énerve. C'est pour ça que c'est maintenant lui qui fait le contenu de nos programmes et c'est plus moi. Mais du coup, moi, sur le contenu qui est à portée éphémère, si tu veux, c'est du contenu qui va durer quelques jours maximum et qui va peut-être se garder pour l'année d'après ou si on en a l'utilité ou qui va être jeté. C'est pas un truc où il a son sweet spot, quoi. C'est moi qui fais ça. Ouais. Pour revenir au marketing, la vente, etc. Donc toi, tu es vraiment spécialisé dans… Tu as plein de spécialités, tu fais tout. Donc tu as vraiment tout le côté marketing, tu as tout le côté vente, tu as tout le côté persuasion, tu as tout le côté copywriting. C'est quoi ta vision de tout ça en termes de marketing, en termes de copywriting, en termes de système simple aussi? C'est quoi ta vision de tout ça et qu'est-ce que tu as fait pour toi et qu'est-ce que tu apportes vraiment, tu vois, à tous les clients que tu accompagnes? En fait, si tu veux, moi, ça part d'un truc très très simple, c'est que j'ai été bercé quand j'ai démarré mes premières entreprises avec ces histoires de tunnels de vente, de blogs, de machin, de trafic organique pour amener à tel et tel truc. L'appel à froid, c'est pas mon truc. Les appels de manière générale, c'est pas mon truc. Mais je voulais vendre des prestations. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une audience microscopique pour très bien gagner ma vie. C'est juste que j'avais besoin qu'elle soit hyper spécialisée, hyper qualifiée, que je la comprenne extrêmement bien et que je sois capable de faire derrière une offre qui est vraiment taillée au scalpel pour cette audience. C'était, moi, ma problématique quand j'ai commencé en tant que business coach. J'étais face à cette problématique-là. Je ne voulais pas faire de pub, de tunnel, de machin hyper compliqué. Je voulais avoir une connaissance extrêmement précise des gens à qui je parle, sur une très petite quantité de gens, et pouvoir gagner beaucoup d'argent avec ces gens-là parce que je leur apportais précisément ce dont ils avaient besoin. Et c'est ce que j'ai fait pour moi, si tu veux. Et donc, j'ai développé des systèmes sans pub, sans chaîne YouTube ou presque, parce que la chaîne YouTube, on en avait une là pendant 1-2 ans, et on avait 1000 personnes dessus, on l'a dézinguée, là, la chaîne, on vient de tout supprimer. On l'a juste Ouais, j'ai viré. vu sur Instagram aussi. Ouais. Je suis quasiment pas sur Instagram. Je m'amuse juste sur Instagram, en fait, c'est pour le plaisir. Ouais. Et on travaille essentiellement avec Facebook. Ce que je fais aujourd'hui avec Facebook, tu pourrais le faire avec d'autres réseaux, mais ce n'est pas le sujet ici. Et donc voilà, j'ai créé pour moi ce système-là. Ok. Et ensuite, je me suis rendu compte, quand j'ai dit aux gens, ouais, en fait, par exemple, on a fait nos premiers à l'époque 100 000 euros sur une liste email de, je crois, 375 personnes, 430 personnes, quelque chose comme ça, je me souviens plus, tu vois. On avait fait les premiers 1500 sur 43 personnes. Et encore aujourd'hui, on tourne sur des audiences de moins de 1000 personnes. Et on fait des chiffres, en fait, qui sont les mêmes que des personnes qu'on connaît, parce qu'on connaît quand même très bien cette industrie maintenant, tu vois. On connaît les autres top players, si tu veux. Et on fait les mêmes chiffres que des gens qui ont des listes email, par exemple, de 50 000 personnes, qui ont 120 000 personnes sur YouTube, etc. Ouais. Tout ça, en Et fait, parce que tu t'es concentré sur quelque chose, sur une offre ouais. qui
qui table exactement pour un type de personne et présenter au bon moment à ce type de personne-là. Voilà. Et quand on s'est rendu compte qu'on avait ça, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient ça, qu'on pouvait l'amener à tous les débutants pour qu'ils n'aient pas à monter des usines à gaz, tu vois, qu'ils peuvent avoir un système extrêmement simple pour avoir des clients. Mais on s'est rendu compte aussi que si des gens qui sont très avancés et qui ont des audiences de 50 000 personnes, 100 000 personnes, 200 000 personnes, ils appliquent nos méthodes, ils font des chiffres absolument faramineux. Ouais. Et c'est à partir de là qu'en fait, on a développé tout ça. Mais avant tout, on a une extrême précision dans la connaissance des personnes à qui on parle et donc de ce qu'on leur propose derrière. Comment tu arrives à avoir une telle précision? Je leur parle. Tu leur parles tout le temps, ouais. C'est un truc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne le font pas dans notre industrie, dans de manière générale, tu vois, des coachs, même des entrepreneurs dans tous les sens du terme, tu vois. Je ne sais pas pourquoi, ils vont sur des marchés, quand tu leur dis, ouais, mais en fait, si tu veux mieux connaître ton... Est-ce que tu allais parler à ce client? Ouais, mais non, il me saoule. Non, mais attends, donc en fait, tu es en train de choisir une entreprise et les clients avec qui tu vas passer toute ta vie, ils te saoulent. Non. Moi, c'est des gens, je les lis toute la journée. Je leur envoie des messages toute la journée pour discuter avec eux. Je regarde quelles sont leurs problématiques, je regarde qu'est-ce qu'ils achètent, je regarde qu'est-ce qu'ils lisent, je regarde à quoi ils s'intéressent, je regarde qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, quels sont leurs challenges. Je leur parle toute la journée, je vais à des événements pour parler avec eux. J'ai une connaissance des gens que j'ai décidé d'aider qui est extrêmement précise parce que je suis en immersion permanente dans leur monde et parce que j'en viens. J'ai vécu ce qu'ils sont en train de vivre. C'est seulement avec ce niveau de connaissance des gens que tu veux aider que tu arrives à faire des choses extraordinaires. Est-ce que tu peux dire du coup que c'est probablement le secret le plus important de l'entrepreneuriat et du business? Et c'est pas du tout un secret, en fait, tout le monde, Oui, oui, le bien dit, sûr, les bien sûr. grands entrepreneurs le disent, mais en fait, c'est surtout que ça demande des efforts. C'est pas Mm. facile. C'est chiant à faire. Hein. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui en marketing et en copywriting la connaissance client. C'est relou à faire au début. Au bout d'un moment, tu te trouves une passion dedans parce que tu vois les résultats que ça t'amène et la compréhension que tu arrives à avoir de ton sujet et des personnes que tu veux aider. Mais au début, c'est relou. Hein. C'est passer 1 heure et demie au téléphone avec des personnes qui n'ont pas forcément envie de te parler pour essayer de comprendre leurs problèmes et pour ne pas leur vendre quelque chose, mais elles se sentent sur la défensive. Moi, au tout début, j'en ai chié. Hein. Je me rappelle, quand j'ai commencé, je faisais 20, 30, 40 appels par semaine. Ah ouais, aujourd'hui, je n'ai plus besoin de le faire, bien entendu. Mm, mm, Et, c'est là qu'il y a toute la différence entre des personnes qui vont avoir des gros résultats et ceux qui ont des résultats moyens. ouais. Et moyen, c'est très bien aussi. Hein. Si ton but dans la vie, c'est de gagner 5 000 € par mois et d'avoir ta petite vie tranquille, etc., tu n'es pas obligé de t'infliger ce que je me suis infligé. Hein. Ça dépend de ce que tu vises. Ouais. J'aimerais qu'on revienne au tout début quand tu as commencé. Donc, tu as parlé du blogging, tu as parlé de toutes ces phases-là. Est-ce que tu pourrais rapidement et simplement donner tu vois, les moments clés de ton évolution? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au tout début, tu as été au niveau du blogging. Ouais. Ensuite, tu as été un petit peu Et, sur YouTube. j'ai eu plusieurs médias. Le dernier que j'ai eu est devenu un vrai média, une marque de vêtements en fait, hein, qui a été par la suite revendue parce que l'équipe s'est dispatchée. Ils sont partis faire d'autres choses dans la vie. En fait, c'était dans la Ok. mode masculine. Il y en a un qui est parti à l'étranger. Il y en a un qui est parti dans le luxe et la haute joaillerie. Je ne sais plus dans quelle marque, mais une marque de haute joaillerie à Paris. Il y en a un qui est parti faire l'école des tailleurs et qui aujourd'hui il travaille pour un des plus grands tailleurs de Paris, etc. Moi, je me suis retrouvé tout seul avec ce média et cette marque de vêtements. Avec beaucoup de compétences certes, mais j'avais pas envie de gérer ça tout seul en fait, et donc je l'ai revendu à ce moment-là. Derrière, en fait, je me suis retrouvé toutes ces compétences et je les ai proposées en fait à des entreprises. J'étais freelance et j'ai même monté une agence, hein, en ce qu'on appelle stratégie digitale dans ce milieu-là. C'est en gros, c'est comment avoir des clients, de l'audience et une notoriété de marque à partir des réseaux sociaux et d'internet. J'ai travaillé là-dedans pendant plusieurs années, jusqu'au moment où vraiment j'en ai eu plein le cul. J'en ai marre de travailler avec ces gens-là. Et je me suis dit, OK, avec ces compétences, tout ce que je sais, etc., qu'est-ce que je peux faire? Et au début, j'ai fait un peu d'infoprenariat. Très vite, je n'ai pas trouvé mon compte parce que vendre des produits à 50 €, ça ne me plaisait pas. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis orienté vers le coaching et l'accompagnement. D'abord sur les entrepreneurs de manière générale et ensuite sur les coachs plus précisément. Ok. Et du coup, on est d'accord que tu vois, l'infoprenariat, comme tu dis, et le coaching, c'est complètement différent. Est-ce Ouais. que est-ce que c'est en lien du coup avec ta personnalité, le coaching? Tu vois, tu aimes coacher ou est-ce que c'est juste Je, que de fil en aiguille, tu en es arrivé là? alors déjà, de fil en aiguille, j'en suis arrivé là, mais en dehors de ça, en fait, c'était un petit peu aussi la réalité de mon terrain. C'est-à-dire que quand je faisais des formations à 50 balles, personne ne voulait les acheter. Par contre, quand je proposais un coaching à 10 000, tout le monde le voulait. Ok. Parce que les gens voyaient de la valeur à mon Ouais. accompagnement si je prenais vraiment du temps et que je m'asseyais à côté de toi. Et par contre, ils voyaient beaucoup moins de valeur à une formation d'1 heure. Ok. Parce que j'étais sûrement pas assez précis à ce moment-là de ma vie. Entre-temps, là, il y a encore 6-12 mois, on avait des petites formations. Alors, on les a enlevées aussi parce que ce n'est pas notre objectif à long terme, mais on en avait, elles se vendaient très, 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 très bien. Mais je m'épanouis moins à faire des petites formations. Tu ne le vends pas de la même façon.
On vend un petit produit avec de la curiosité, on vend un très très gros produit avec la connaissance du client, son enfer et son paradis. Jouer sur la curiosité à l'extrême, je sais le faire, hein. C'est des mécaniques de copywriting que j'ai appris et que je maîtrise très bien. Mais aujourd'hui, c'est pas mon but. Je pense pas qu'on monte une vraie marque. Parce qu'aujourd'hui, avec Florian, on est en train de devenir une marque vraiment. On n'est pas juste des coachs dans notre coin. On est une marque et des premières formations avec une équipe, avec une notoriété qui grandit au fur et à mesure. Si je veux construire quelque chose avec une cible très précise et avoir un impact dans mon marché, je ne peux pas faire des formations à 50 euros où je vends de la curiosité. Ouais. J'ai d'autres ambitions en fait. Et du coup, de tout ton parcours, quelles leçons en fait tu tires? Alors, de tout ton parcours, mais aussi de ce positionnement-là très précis dans lequel tu es aujourd'hui ou dans lequel vous êtes avec Florian. Quelles leçons tu tires de toutes ces expériences? De ton début dans les bloggings, comme quoi ça t'a saoulé à un moment, après du consulting, comme quoi aussi ça t'a saoulé, et à maintenant vraiment accompagner, voir une transformation chez tes clients. En fait, c'est une suite logique. Ok. Moi, quand tu me demandes de raconter mon parcours, effectivement, je te mets des ruptures pour qu'on arrive à suivre le truc quand même. Ouais. Mais c'est une suite logique en fait. C'est que j'aime écrire depuis toujours, j'aime partager, j'aime transmettre. Et ça s'est vu dans les différentes entreprises que j'ai eues. Et c'est juste que jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas trouvé la façon de partager et de transmettre et d'en vivre très confortablement et d'aller plus loin en fait, si tu veux, de vraiment de créer une marque, d'avoir un impact beaucoup plus fort dans le marché et tout. J'avais pas trouvé la façon qui me convenait de le faire. Je l'ai trouvé avec Florian. C'est juste que je savais ce que je voulais, je savais pas comment l'obtenir. Donc j'ai essayé plusieurs choses jusqu'à en trouver Ok. une qui a marché. Ouais. Et les autres ont marché, mais ne m'apportaient pas la satisfaction que je voulais. C'est-à-dire que mon but, c'était pas gagner de l'argent, c'était gagner de l'argent en transmettant, en ayant de l'impact, en ayant de la liberté, en faisant vraiment quelque chose de ça, en construisant une marque sur la durée. Sur l'argent est une conséquence positive de tout ça. Mais je savais que je voulais tout ça. Et donc, je cherchais le moyen de l'obtenir jusqu'à arriver aujourd'hui où j'en suis. Et là, aujourd'hui, tu as un message qui me plaît beaucoup, c'est de, au final, t'amuser, tu vois, dans ce que tu fais. Ouais, Et toujours s'amuser dans ce que tu fais et t'en fous, tu vois, il s'il faut. y a les autres à côté ou quoi. Toi, tu t'amuses beaucoup dans ce que tu fais, ça se voit. Ouais, Surtout beaucoup. quand tu fais des petites vidéos, des fois sur Facebook ou autre. Tu pourrais parler de ça un petit peu? Comment tu prends, comment tu te détaches des choses? Comment tu prends du plaisir? Comment tu Euh, t'amuses? Avant tout, il faut se rendre compte que ce n'était pas du plaisir dès le jour 1. Ouais, J'ai appris à trouver du plaisir et de la satisfaction là-dedans, en fait. Avant tout, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je dois apprendre et qu'est-ce que je dois savoir faire pour m'en sortir? Et en fait, j'ai appris à aimer ces choses-là. J'ai appris à aimer les choses dont j'avais besoin, tu vois. Je me suis un peu forcé au début avec un peu de discipline. C'était pas non plus un truc infernal, hein. C'est juste, je me suis donné une dynamique et je me suis forcé à m'y tenir. Et ensuite, donc j'ai vu des résultats, donc j'ai aimé ça, donc j'ai appris plus, ouais, donc j'ai eu plus de résultats, donc j'ai aimé plus. Et forcément, entre guillemets, quand tu arrives au niveau expert d'une compétence, c'est un jeu. C'est ouais. plus qu'un jeu. Tu vois, c'est quand aujourd'hui je suis amené à créer du contenu, à coacher quelqu'un, à créer une page de vente, à réfléchir à la stratégie, à notre positionnement, à notre branding, etc. Tu es en train d'écrire une symphonie, tu as tous les outils à ta disposition, enfin, tu as mis des années à les avoir. Et donc, c'est un jeu, quoi. C'est juste, tu joues au niveau expert. Ouais. C'est Et quoi qui t'amuse, c'est quoi qui t'amuse le plus dans ce que tu euh, fais? Même s'il y a tout qui t'amuse, je sais. Ouais, ouais, C'est quoi non, qui non, t'amuse le plus? je prends plaisir en tout, évidemment, mais j'aime écrire. Donc, Ok, faire une page de vente, faire un contenu qui va aller sur Facebook, sur Instagram, écrire un email, écrire un message sur Telegram, sur WhatsApp. Moi, l'écrit reste mon plus grand plaisir. Parce que j'ai un truc avec l'écrit. J'ai griffonné déjà dans des cahiers quand j'avais 14 ans. Et ensuite, j'ai appris l'écriture business, tu vois, mais j'ai toujours aimé écrire. Donc, moi, c'est ce qui me plaît le plus. Après, faire des vidéos, si tu veux, et montrer que c'est un jeu et qu'il faut arrêter de le prendre autant au sérieux et que tu peux faire les choses sérieusement sans te prendre au sérieux et sans prendre au sérieux toute cette vie-là. Parce qu'au final, c'est qu'un jeu, tu vois. ouais. Tu joues à gagner de l'argent et à faire un business et à aider des gens, hein. Je ne suis pas médecin, je ne sauve pas des vies. Je peux changer des vies. Il y a des personnes, aujourd'hui, on a radicalement changé leur vie, j'en suis certain, puisqu'ils me le disent. Totalement. Mais je ne suis pas chirurgien cardiaque, tu vois, je ne suis pas urgentiste. Donc, il faut que ce soit un jeu aussi parce que sinon, à quel moment je m'arrête, à quel moment j'en ai marre. J'ai pas de grande vision à 20 ans comme certains, là, il Ouais. faut sauver la planète. J'ai pas ça. Je fais un métier que j'aime, je m'amuse énormément dedans. Plus je l'aime et plus je m'amuse, plus je vais gagner d'argent avec et plus je vais avoir d'impact et plus je vais aider des gens et plus ma notoriété grandit et plus je peux aider des gens, etc. etc. Tu vois. Et il y a un moment, je le sais très bien parce que ça, par contre, c'est une décision qui me tient intimement. Enfin, c'est très, très profond en moi. Je vais avoir envie de give back. Mais de give back dans l'associatif, à travers des fondations, des trucs avec les enfants, etc. C'est pas pour me donner bonne conscience, c'est pour sauver la planète, tu vois. J'ai pas besoin de me justifier comme certains. Et ouais, ça tape un peu là parce que ça m'énerve quand ils le font. J'ai pas besoin de me justifier de vouloir gagner de l'argent.
Et je veux gagner de l'argent parce qu'en fait, je joue à un jeu qui permet d'en gagner. Et je suis très bon dans ce jeu-là et je suis très bon pour le transmettre. Et donc, en conséquence, j'ai de l'argent. Donc, ça, c'est une chose à part. Mais je veux aussi faire du bien dans ce monde. C'est important pour moi. J'ai pas besoin de corréler les deux. C'est Ok. une suite logique. Ok. Là, on parle beaucoup business, on parle beaucoup même marketing. Tu as aussi une très grande force dont tu n'as pas parlé du tout, qui est la façon dont tu réseautes et la façon Ouais. dont tu arrives à lier des relations. D'où ça te vient tout ça? Et même si je connais déjà la réponse, est-ce que ça joue un grand rôle dans tes résultats aujourd'hui? Ouais. Alors, ça me vient de deux choses. Ça me vient du fait que quand j'étais plus jeune, j'étais déjà introverti, mais j'étais en plus extraordinairement timide. J'avais beaucoup de mal à communiquer correctement avec les gens autour de moi, à me faire comprendre, enfin, à faire comprendre ce que je ressentais. Ouais. Donc, j'ai dû développer cette capacité pour m'adapter à mon environnement, premièrement. En dehors de ça, moi, j'ai un père qui est extraordinairement extraverti, qui est entrepreneur, qui travaille dans l'immobilier, qui a très bien réussi et qui est une brute de networking. C'est-à-dire que toute sa réussite aujourd'hui est basée sur le fait qu'il a tissé une toile gigantesque où il connaît tout le monde et tout le monde le connaît. Ok. Et donc, les affaires viennent à lui. Et donc, moi, depuis petit, j'ai vu mon père discuter avec tout le monde tout le temps. C'était insupportable quand j'étais gosse d'ailleurs. Il ne faut pas être tranquille. 5 minutes, il y avait toujours quelqu'un d'autre qui arrivait et qui connaissait. Mais c'est-à-dire que mon père, il s'asseyait à côté du SDF du coin pour lui demander si le mec il avait vu un immeuble à vendre ou si quelqu'un déménageait, comme il se mettait à la table d'un mec qui pesait 1 milliard et il lui tapait dans la main et il signait un deal sur un coin de nappe. J'ai vu mon père faire ça toute mon enfance. Ok. Donc, si tu veux, j'en ai compris les mécanismes et je l'ai observé. Et à un moment, je me suis dit, OK, comment je peux me servir de ça? J'ai travaillé aussi dans la séduction. Donc, si tu veux, au début, je me suis servi de cette capacité à créer du réseau pour rencontrer des filles, pour rencontrer des Ouais. gens, pour être accueilli en soirée, pour être invité aux beaux endroits, etc. Et à un moment, si tu veux, cette étape-là de ta vie se passe. Je suis en couple et tout. Et je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire cette compétence? Mais en fait, en business, elle est extraordinaire. Parce que, ouais, je suis là dans le business de manière générale depuis plus de 10 ans. Mais la scène Internet, du coaching, du web, etc., ça fait que 3-4 ans que j'y suis. Ouais. Et pourtant, aujourd'hui, je connais tout le monde, tu m'as vu avec tout le monde me connaît, etc. Pourquoi? Parce que j'ai cette capacité de tisser des relations avec les gens. Ce pas forcément des relations de business, hein, je ne fais pas des affaires avec tout le monde, mais c'est des relations parce que ça me fait plaisir et que je trouve ça hyper intéressant d'échanger avec plein de gens et qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont plus avancés que moi et je suis content de leur parler, des gens qui sont moins avancés que moi, je suis content de leur parler et j'aime bien rencontrer plein de gens. Mais c'est surtout que si tu as un gros réseau et de bonnes compétences, tu es toute ta vie en sécurité. C'est un truc qu'on ne pourra jamais t'enlever. Le monde peut s'effondrer, ton réseau et tes compétences resteront. Ouais, c'est ça. Ça en vient à la question suivante. Tu as fait une transition parfaite. Si aujourd'hui on t'enlevait tout, mais tout, Mhm. ton activité, même ton compte en banque, même tu vois, si c'est pas le truc le plus important, euh, même ton réseau, tout, tout, Mhm. tout, tout, tout. Combien tu mettrais enfin, comment tu ferais pour le refaire, ce réseau-là? Et combien tu mettrais de temps, selon toi? Après, ça veut Euh, tout et rien dire, hein. Très subjectif non, non, comme mais je pense question. que je comprends tout à fait la question. Aujourd'hui, pour refaire ce que j'ai fait et qui m'a pris 10 ans, je pense qu'il me faudrait 12 mois. Mais parce Ouais. que je sais comment on fait. J'ai éprouvé la méthode dans 10 business différents. Je sais exactement comment faire. Tu vois. Mm, mm, mm. Le premier truc, c'est d'avoir une offre en fait. Si tu n'as rien à vendre, de toute façon, tu n'as pas de business, donc il n'y a personne qui veut te parler. On va être clair là-dessus. Les gens qui sont en train de se lancer, non. Et soit tu n'es pas lancé, soit tu es lancé. Quand tu es lancé, tu as une offre. Si tu as une offre, elle est publique et que tu la vends, tu es lancé. À partir de là, en fait, il faut que tu gagnes en autorité, en crédibilité, très vite. Donc, il faut que tu crées du contenu qui montre ton expertise, de préférence régulièrement. Ouais. Il faut que tu ailles discuter avec les top players de ta thématique, de l'endroit où tu t'es mis, et qu'on te voit avec eux, transfert d'autorité. C'est un truc, c'est très important. Et juste, tu fais ces deux choses-là. Tu as une offre, tu la mets au contact des gens, tu crées du contenu qui prouve que tu es bon dans ce que tu fais, et tu te débrouilles pour récupérer de la crédibilité et de l'autorité. Mm, mm, mm. Si tu es capable de faire ça, que tu le fais tous les jours un petit peu sur la durée, tu n'as même pas besoin de travailler plus d'1 à 2 heures par jour, ton truc il va se remettre en place tout seul. Après, bien entendu, si tu en fais un peu plus, ça va aller un peu plus vite. Mais encore une fois, j'adore cette phrase de Warren Buffett, c'est pas parce que tu mets 9 femmes enceintes que le bébé sort en un mois. Il y a des choses qui prennent du temps. Ouais. Moi, je vois des gens qui sont 12 à 14 heures par jour derrière leur Facebook, là, en train d'essayer de faire du contenu, des trucs, d'envoyer des messages à tout le monde, de faire chier tout le monde, là. Non, mais tu essaies de faire quoi? Juste, en fait, tu n'as pas encore de résultats. Et donc, pour te rassurer et te justifier que tu travailles dur, tu restes 14 heures par jour devant ton ordi. En effectif, tu as bossé 1h30. Tu aurais mieux fait d'aller te reposer 9 heures et kiffer la vie. Tu aurais eu des meilleures idées pour faire l'heure et demie du lendemain. Ouais. Donc, ouais, mettre un système simple pour tisser une toile dans ton industrie, avoir une offre, créer du contenu qui montre ce que tu es capable de faire et derrière aller chercher de l'autorité et de la crédibilité. Ouais. Et sur le sujet du réseau, du coup, comment tu tisserais ce réseau-là?
Par les réseaux sociaux. D'accord. Surtout si tu débutes, tu n'as pas du tout le temps d'aller à des événements. En plus, les événements, les trois quarts du temps, c'est des événements pour baby entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas encore lancés, que tu reverras 5 ans après au même événement. Mhm. Ne va pas à des événements, c'est une perte de temps. Tant que tu ne sais pas maîtriser les arcanes du networking Ouais. pour utiliser des événements intelligemment, très simplement, Facebook, Instagram, etc. Suis les gens que tu as envie d'approcher, montre-leur que tu existes, like, commente, envoie un petit message, réponds à une story, propose de faire une vidéo ensemble. Et c'est comme ça que tu utilises du réseau. Si tu veux, moi, tous les gens que j'ai eu en interview, il y en a certains, c'était des amis avant, d'autres, c'est devenu des amis après. Ouais. Mais tous les gens que j'ai eu en interview, c'est des gens que je peux rigoler avec eux aujourd'hui. On peut s'envoyer un message, on peut aller boire un café ensemble, aller bouffer. Certains, je suis déjà parti en vacances avec eux. J'ai créé des liens d'amitié avec toutes ces personnes. Mhm. Mais au début, je les ai suivis, j'ai renseigné sur ce qu'ils faisaient, je les ai likés, j'ai commenté, j'ai répondu à une story, puis une deuxième, puis j'ai envoyé 3, 4, 5 messages et une mini conversation sur Messenger, puis j'ai dit, ah tiens, si on faisait une vidéo, après la vidéo, je relaye, après j'envoie un message pour prendre des nouvelles, après j'ai dit, tiens, ça fait longtemps, allons boire un café, et tu entretiens cette relation. C'est en fait, on croit que c'est plus compliqué dans le business parce que les gens, ils sont avancés. Mais non, la question, c'est comment tu te fais des amis dans la vraie vie. Moi, c'est pareil. Du coup, tu disais, où c'est que tu disais ça? Laisse-moi réfléchir 2 secondes. C'était dans un enregistrement. Si, je sais. C'est dans un enregistrement d'un monsieur qu'on connaît très bien. Et où tu disais que aller à des événements, ça sert à rien. C'est Ouais, ce que la tu viens de plupart. dire. Ouais. Par contre, aller dans des événements d'une bonne façon, ça sert. Ouais. Et notamment, tu disais que avant d'aller à un événement, il faut savoir déjà pourquoi tu vas y aller, Mhm. qui tu vas voir, qui il y a là-bas. Est-ce que tu pourrais nous parler de tout ça? Parce que ça aussi, Ouais. c'est une grosse pépite de networking, Et hein. ouais, ça c'est un truc où je me suis lâché pendant 1 heure et demie en immersion chez Greg Lagrange en Toscane. On était C'est assis ça. autour de la table, assis par terre dans le salon avec une bouteille de vin et on a Et une commencé à pizza. discuter de rien. Et on avait tous des domaines d'expertise très pointus sur certaines choses, donc on a lancé les micros et on s'est marré. Tu vois. Ouais, alors, en fait, très simplement, si tu vas à un événement et que tu sais pas pourquoi tu y vas, déjà, tu as perdu ton temps. Parce que tu vas naviguer au milieu de la salle comme un couillon tout seul avec ta crevette dans la main là, et ton verre de champagne dans l'autre. Il y a tout le monde qui va voir que tu es tout seul, tu connais personne, tu vas oser parler à personne et même quand tu leur parles, tu es maladroit et c'est normal, c'est des gens que tu connais pas. Euh, Quand je vais à un événement, je veux savoir qui y aura à cet événement, je veux savoir qui est-ce que j'ai envie de voir à cet événement. Est-ce que j'ai une raison d'y aller parce qu'il y a une personne que je veux voir? C'est pas forcément pour un intérêt professionnel, hein. Je suis allé là en début d'année au séminaire de Gwendoline. Pourquoi? Parce que tous mes potes entrepreneurs étaient au même endroit au même moment. Au lieu de leur courir après dans toute l'Europe, je vais à l'événement de Gwen, événement qui était en plus très très bien, qui était Ouais. hyper intéressant. Je suis allé pour revoir toutes les personnes que j'aime beaucoup et qui je travaille toute l'année qui étaient au même endroit au même moment. C'était extraordinaire pour moi, c'était parfait. Ouais. Euh, mais j'ai besoin de savoir ça avant parce que sinon, je ne sais pas pourquoi j'y vais, combien de temps j'y vais, à qui je dois parler. Donc en fait, je vais regarder qui est à l'événement. Je vais me renseigner, est-ce que j'ai des intérêts à rencontrer ces personnes? Ça peut être des intérêts personnels, c'est pas forcément professionnel, hein. Genre cette personne, elle m'a l'air trop stylée, j'ai trop envie de devenir pote avec, j'y vais, tu vois. Ouais. Mais derrière, je vais leur envoyer un message avant l'événement. Je vais leur dire, hey, j'ai vu que tu es allé à tel et tel endroit, j'y serai aussi, il faut absolument qu'on se croise. Ben voilà, tu n'es plus un inconnu en fait. Et donc, quand tu arrives dans la salle, au lieu de naviguer au milieu de la salle ou de serrer les coins parce que tu es timide et que tu connais personne, avec ta crevette dans la main, là, tu vas aller voir la personne à qui tu as envoyé un message, tu vas faire hey, voilà, enfin, on arrive à se voir. Bam, tu as brisé la glace. Et c'est Ouais. plus facile en fait. Tu as pré-établi le contact. Et donc, quand tu vas à un événement, c'est déjà les événements avec 1000 personnes, ça ne sert à rien. Va à des événements où tu en as 50, c'est beaucoup plus intéressant. Tu peux discuter beaucoup plus avec les gens. Renseigne-toi sur qui tu vas voir avant, envoie-lui un message avant, et en fait, fais du présentiel efficace, quoi. Mhm. Tourne pas en rond. Moi, je peux te raconter une anecdote. À l'époque où j'étais dans la mode, forcément, j'étais connu en plus pour avoir des tenues qui se Ouais. voyaient bien, tu vois. Mais alors, à la fois, c'est parce que j'aimais ça, mais en même temps, c'est une stratégie. Parce qu'en fait, en tant que blogueur ou que média par la suite, etc., je pouvais être invité à 4, 5, 6 événements dans la soirée à Paris. Il fallait que je sois vu à tous. Parce que ça faisait partie de ma notoriété et de mon positionnement, de mon branding. Et puis les marques, elles m'invitaient, donc je devais venir. Mais attends, si je reste 2 heures à chaque événement, moi, je pète un plomb. Ouais. Je sais pas, ça veut dire que tous les jours de ma vie, je suis bourré au champagne de 16h à 3h du matin. C'est pas possible, tu vois. Donc, ce que je faisais, c'est que je mettais des habits qui se voyaient bien, qui détonnaient bien. Je passais le truc, je tournais autour du photographe. 3 fois, je savais qu'il m'avait vu, il m'avait pris en photo. Je pouvais dire à tout le monde que j'avais été là, je pouvais rentrer chez moi. Ouais. Du coup, est-ce que le chapeau ou les chapeaux viennent de là? Non, pas vraiment. Le chapeau, Ok. c'était plus un plaisir personnel, un intérêt personnel. Ce que je faisais avec ces trucs-là, c'est la veste à fleurs, le pantalon avec des oiseaux Ok. dessus, des trucs comme ça. Le chapeau, c'est plus un plaisir perso. Et c'est surtout qu'avant, quand j'avais des cheveux, en fait, des fois, ils n'étaient pas coiffés, ça me faisait vraiment une tête de cul. Et en fait, du coup, le chapeau est un moyen de me simplifier la vie. Tu vois, genre, j'ai pas envie de me coiffer, ça me gonfle, j'ai les cheveux pas à la bonne longueur, hop, chapeau sur la tête. Ok.
Là, je le mets moins parce que peut-être avec le crâne rasé et puis Ouais, là, on était enfermé dans un appart pendant 3 mois. t'as plus Je le vais pas problème. je me balade avec mon chapeau chez moi, tu vois. Ouais. On parlait positionnement, je voulais qu'on revienne sur ce sujet-là. Mhm. Depuis pas si longtemps, mais c'est pas tout jeune quand même, tu as un positionnement qui est très clivant, très, Ouais. très clivant. Encore plus maintenant quand tu parles de lambeaux orange et de tunnels compliqués. Est-ce que tu pourrais parler de ce positionnement-là? Il y a certainement des gens qui nous écoutent, tu vois, qui ont peur d'avoir un positionnement aussi clivant que ça. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ouais, alors avant tout, pourquoi je suis clivant? Très simplement, je suis entrepreneur, je ne suis pas influenceur. Je ne suis pas homme politique, je ne suis pas payé pour qu'on m'aime. Ouais, Mon entreprise se développe, je suis payé à hauteur des clients que j'arrive à accompagner. Donc des personnes qui m'aiment bien ou qui me tolèrent, dans mon entourage, j'en veux pas, ça ne sert à rien, ça ne m'apporte rien. Moi, je veux que les personnes, soit elles sont folles amoureuses de moi, elles veulent acheter mes produits, soit qu'elles me détestent et qu'elles disent à tout le monde que je suis un connard, ça me fait de la publicité. Voilà, et c'est pour ça que, très simplement, en fait, les gens que j'accompagne, c'est des coachs. ouais, En général, c'est des coachs surtout dans le care et dans l'accompagnement de la personne. C'est des gens dont je connais les envies et le style de vie. C'est des gens qui, comme moi, sont plus chalet en Suisse et les petites chèvres qui se baladent que Lamborghini Orange. Et moi, les Lamborghini Orange, ça me gonfle. J'ai pas de problème avec la marque ou avec le produit. C'est juste que mettre des Lamborghini Orange à tout le monde pour dire regarde, tu vas devenir riche alors que la Lambo, tu l'as loué à l'heure, ça me gonfle. Voilà, ça me fait chier. Donc c'est pour ça que je tape dessus. C'est ce que j'appelle les kékés Lambo tunnel de vente. ouais. Euh, j'ai aucun problème à ce positionnement-là, déjà parce que c'est vraiment ce que je pense. Donc j'ai pas peur de le dire. Et c'est surtout qu'en fait, tous les gens qui vont se dire putain, il dit ça, c'est vraiment un connard. Mais c'est très bien, en fait, ils seront jamais mes clients, ces gens-là. Donc je pourrai jamais les aider. Donc en fait, je veux pas qu'ils m'aiment, en fait, je m'en fous, je veux qu'ils dégagent. C'est euh, c'est aime-moi ou déteste-moi, tout ce qui est au milieu, je m'en fous. Mm, mm, mm. Ouais, c'est noir ou blanc. C'est oui ou non. On n'est pas des Ouais, influenceurs, on est des entrepreneurs. Un entrepreneur, il a besoin de clients ou de notoriété ou ce que tu veux, ça c'est selon les périodes. Euh, Avoir des followers, ça ne me sert à rien. ouais, Je vends pas mon audience aux marques, en fait. Donc, de toute façon, oui, j'aurai un positionnement toujours plus clivant pour que les gens qui me ressemblent et à qui je m'adresse se sentent défendus et se sentent toujours plus comme moi parce que c'est à eux que je parle et que les autres dégagent parce qu'en fait, je ne veux pas les voir chez moi. ouais. Je veux pas quelqu'un que j'aime pas qui vienne dans mon salon, tu vois, c'est pareil. Mm, mm. Ouais, c'est le principe même de la répulsion d'ailleurs. Bien sûr. Ouais. Euh, Par rapport à tout ce que tu as vécu, par rapport à ton histoire, par rapport à ton parcours, par rapport à, bah, ta vie en fait, euh, si tu devais avoir un seul échec ou un seul obstacle qui t'a le plus aidé jusqu'à maintenant, ça serait quoi? Et qui t'a le plus Euh, apporté surtout? je me suis pris quelques timbales hein, quand Ouais, même dans mon parcours. Je pense que j'en ai pris deux grosses qui ont été des déclics. À l'époque où c'était après avoir monté la marque de vêtements avait bien marché, etc. Et puis j'ai voulu me lancer dans l'e-commerce. Et à cette époque-là, je pensais encore que j'étais plus intelligent que les autres. Et donc, j'ai fait venir des produits du Japon, des trucs du fin fond de l'Italie, des trucs vraiment, tu vois, c'est des artisans de ouf, etc. Et je les ai mis sur mon site et je voyais que personne ne le vendait en France, tu vois. Personne ne vendait ce truc-là en France. Mais putain, c'est des cons tous. Ils n'ont rien vu. Ce mec-là, il est extraordinaire. Moi, je vais le vendre. En fait, non, c'est juste qu'avec entre les douanes, l'importation, le machin, le truc, en fait, tu n'avais plus de marge. En plus de ça, c'est des produits que personne ne voulait acheter. Je me suis planté en e-commerce de 20 000 euros, je crois. ok, À l'époque, c'était pas mal. Aujourd'hui, ça me ferait plus le même effet, mais à l'époque, ça piquait fort, quoi. ouais. Donc, c'était ma première timbale. Je suis pas plus intelligent que les autres. Et si personne ne fait un truc, c'est peut-être qu'il y a une raison. Hein, c'est pas qu'ils n'ont pas vu, c'est juste peut-être que c'est une mauvaise idée. Mm, mm, mm. Et par la suite, en fait, moi, une de mes passions, c'était le storytelling. Ça fallait toujours. Hein. Je le faisais pour des entreprises pendant longtemps. Je racontais leur histoire sur les réseaux, etc. Et du coup, j'avais un positionnement au tout début. Tu vois, où je disais, je suis un conteur moderne. Et moi, je trouve ça génial. J'étais hyper content de mon truc, etc. Le problème, c'est que quand tu es en face de toi, tu as des personnes qui sont un peu sérieuses et qui ne sont pas en sarouel fluo. Quand ils voient compteur moderne, ils voient juste un hippie. Ok. Et en fait, un hippie, tu n'as pas envie de lui donner de l'argent pour qu'il t'apprenne à en gagner. Et je me prenais pour un artiste, c'est très bien. Quelque part, j'en suis sûrement un, parce que je suis un créatif avant tout. Mm, mm. Mais c'est pas pour autant que tu peux pas faire ton activité avec sérieux. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus pris au sérieux. Quand je dis je m'appelle Jérémy Coleman, je suis entrepreneur et que j'ai une veste de costume ou une chemise, que si je traîne en short et que je dis que je suis compteur moderne. Ouais, ouais, ouais. Bah, au final, là, en plus, on le voit, tu l'as dit tout à l'heure, là, au final, pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce que tu t'es vraiment concentré sur toi et pas sur ce que voulait Ouais, ton client. ouais, C'est bien pour ça. sûr. Mm. Mais c'est très arrogant un entrepreneur qui débute, hein, et moi le premier. Hein. Et en plus, c'est pas forcément mon plus petit défaut. Euh,
Et donc, en fait, si tu veux, c'est au début, tu penses à toi, quoi. Tu te dis que tu es génial. Et moi, je me rappelle d'un truc, et c'est un truc que d'ailleurs que je vois beaucoup chez beaucoup de copywriters aujourd'hui. Les mecs, ils font ça pour faire bander leurs copains copywriters. Moi, j'ai eu un stage dans un grand média d'infoprenariat quand j'étais plus jeune, et on cherchait un joueur en non-formation, et je lui sors un truc, vraiment, j'ai l'impression d'être un mec brillant de génie, quoi. Le mec, il me regarde, il me fait, c'est bien, hein, tu vas faire mouiller tes trois potes, en fait, mais c'est nul, en fait. Nos clients, ils s'identifient pas là-dedans, ils vont pas comprendre de quoi ça parle, ça leur donnera pas envie d'acheter, donc on pourra pas les aider au final. Si tu ne parles pas le langage des gens que tu veux aider et que tu ne penses pas à eux, tu ne peux pas les aider. Donc en fait, il faut juste laisser tomber toute son arrogance d'entrepreneur qui a appris des trucs dans des livres et se dire, OK, la personne en face de moi, qu'est-ce qu'elle comprend? Et je vais lui parler de ce qu'elle comprend. Parce que je ne suis pas mieux qu'elle, parce qu'il faut que je lui parle avec ses mots et que me sentir plus intelligent, ça ne l'aidera pas. Et si moi, la mission de mon entreprise, c'est de l'aider, cette personne-là, c'est à moi de m'adapter. Dans les gens que tu accompagnes aujourd'hui, tu as à la fois le côté marketing, tu as à la fois le côté copywriting, système simple, etc. Mhm. Là, tu l'as dit, le plus, enfin, on le dit depuis tout à l'heure, la plus grosse pépite, en fait, c'est vraiment la connaissance de tes clients et à qui tu vas t'adresser, comment tu vas t'adresser, quel message, quelle offre, etc. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est vraiment une compétence que tu apportes, une vision que tu apportes plus que les autres? Ouais. Alors, plus que les autres, pas forcément. Je pense qu'aujourd'hui, sur des gens, enfin, concurrents, j'aime pas le terme si tu veux, mais Ouais. sur les autres acteurs de notre industrie, je pense qu'on apporte sensiblement tout ça. D'une façon qui est à chaque fois très personnelle, avec notre personnalité, notre vie, notre façon de faire, tu vois. Il y en a un qui te l'apporte avec des tunnels et de la pub, l'autre qui te l'apporte avec de la vidéo YouTube. Moi, je te l'apporte en utilisant Facebook, peu importe. Là où Florian on se différencie grandement, c'est qu'on a une grosse partie mindset et développement personnel dans ce qu'on fait, Ouais. qui est très importante. Même si aujourd'hui on coach plus, on fait des programmes, c'est dedans, c'est une très grosse partie, c'est très important. Et derrière, en fait, on a quand même étudié, travaillé et compris deux choses très importantes. C'est les mécanismes de la vente. Et là, c'est pas des techniques, c'est comment revenir à l'essentiel en tant qu'humain pour que ce soit beaucoup plus simple de donner envie d'acheter aux personnes en face de toi. Et surtout, comment créer de l'autorité, de la notoriété, de la crédibilité. Donc, c'est-à-dire, tu es coach, tu te lances ou tu es coach, tu t'es lancé, tu n'as pas encore assez de clients. Il y a de grandes chances que ce soit parce qu'il te manque crédibilité et authenticité. Authenticité parce que tu veux faire comme tout le monde, tu veux reproduire un système et c'est pas toi, ce système-là, il ne te correspond pas. Et donc, ça se voit. Typiquement, c'est la question, elle est vite répondue. Là. On voit le truc qui est. Voilà. Tu n'as pas crédibilité, c'est-à-dire, quand on te regarde, même si tu as une expertise, on ne la voit pas. Et si je ne vois pas ton expertise, je n'ai pas envie de te donner de l'argent pour m'aider à résoudre mon problème. Il faut que tu aies l'air crédible. Et donc, comment on crée cette crédibilité sans dénaturer la personne? C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne sais pas, moi, une coach dans les troubles alimentaires, si je lui parle de crédibilité, ce n'est pas mets-toi debout sur une Lamborghini orange, tu vois. Très simplement. C'est montre comment tu manges, montre comment tu as aidé certains clients, dis ce truc-là précisément, etc. Et c'est là vraiment qu'on se place très différemment du reste de notre marché. C'est comment apporter de la crédibilité qui te permet de vendre beaucoup plus facilement en étant extrêmement authentique, en étant vraiment toi-même. Mm, mm, mm. C'est Donc ça qu'on pense. en fait, enfin, je dis tu, mais j'inclus aussi Ouais, bah, Florian. Florian, oui. Euh, En fait, tu ou vous, peu importe, vous ressentez vraiment sur la personne et Ouais, vraiment sur sa capacité, elle, à aider et pas juste, tu vois, pas faire apparaître des choses qui sont complètement. pas forcément importantes autour, quoi. Nous, dans nos systèmes aujourd'hui, écoute, il y a plus de site internet, il n'y a plus de Ouais, processeur de paiement, il n'y a plus de liste email, il n'y a plus aucun réseau social à part Facebook, on ne te demande plus d'utiliser YouTube, plus rien. C'est vraiment, tu es un humain, tu as des compétences, tu veux les apporter à d'autres humains, montre-leur. c'est ça. Point. Ouais. C'est le système le plus simple possible. Effectivement, c'est comme ça qu'on en a parlé, je crois, sur la page au niveau de la promesse. C'est que tu peux faire en 2 heures par semaine depuis ton téléphone. C'est parce que très simplement, Florian, il m'a observé quand on était en voyage, il m'a vu faire, quoi. Mm, mm, mm. Oui, parce que toi, Il m'a dit pourquoi on leur dit pas ça, Jérémy? Bah, je sais. Et puis vraiment, si je l'ai regardé comme un con, je suis, bah, je sais pas. Ouais, on va leur dire en fait. ouais. Ce qu'il faut Parce dire que que tu pas toi, 12 heures par jour sur l'ordi. ouais. Et il faut dire aussi que tu es le genre de mec, tu vois, qui écrit un email de malade dans un avion ou je sais plus quelle formule j'avais vue là, je crois que c'est Pierre qui disait ça. C'est Pierre parce qu'il m'a vu faire ça. On était à Bangkok, il Ouais, était c'est 2 heures ça. du matin, on rentrait d'une soirée entrepreneur, on était dans le taxi, on a un petit coup dans le nez, il m'a vu craquer un email en 15 minutes, un email qui a eu de très beaux résultats. Mais encore une fois, c'est parce qu'en fait, un peu désinhibé par l'alcool, j'avais beaucoup plus de créativité que d'habitude. En parlant avec des entrepreneurs toute la soirée, j'avais eu des idées.
Et j'arrive dans le truc, et tu sais, genre, j'ai une épiphanie, je connecte 3 trucs qu'on m'a dit ensemble, et je fais, oh putain. Et tu sais, comme un petit génie fou, tu sais, je sautille dans le taxi, et je me dis, oh merde, faut que j'écrive ce truc. Je fais, Pierre, tais-toi, laisse-moi. Et j'ai écrit le truc en 15 minutes, et il était super cet email, il a eu de super résultats, j'ai eu beaucoup de retours dessus. Mais c'est parce que j'avais passé la soirée à parler aux personnes que je veux aider. Ouais, et au final, tu as connecté des choses Voilà. et tout est sorti à un moment, au moment J'ai où. j'ai- j'ai appris à créer de la créativité en fait en moi. La créativité, c'est un muscle. Ouais. Je sais comment l'orchestrer aujourd'hui. Mm, mm, mm. Du coup, si on reste sur la créativité, c'est quoi ton conseil pour les gens qui n'en ont pas? Il n'y a pas de gens qui en ont pas. Ils ne savent pas comment la produire. C'est pas Ok. pareil. Enfin, moi, je me lève le matin, j'ai pas de créativité non plus, hein. Je suis allongé dans mon lit en train de regarder South Park, j'ai pas de crédibilité. De créativité, pardon. Ouais. De crédibilité non plus. En jogging, dans South Park non plus, mais ça, on n'est pas obligé de leur dire. Avec le bandeau. Oui, c'est ça. En fait, la créativité est créée par l'endorphine, par l'inspiration, regarder des choses qui t'inspirent, vivre des choses qui t'inspirent, par le voyage, par le déplacement, par le mouvement. Tu peux étudier ce qu'a fait Walt Disney là-dessus. Lui, il était très, très fort pour ça, créativité. Moi, je sais que j'ai mes meilleures idées quand je parle avec des gens, quand je regarde ou lis des personnes qui m'inspirent, ou quand je reviens du sport. C'est pour ça Ok. que les 3 quarts de mes vidéos, tu me vois revenir du sport. La créativité, c'est un muscle qui se fabrique, enfin, tu sais, qui se travaille. Mm, mm, mm. Donc, mets-toi dans des situations inspirantes et tu auras des idées. C'est aussi con que ça. En fait, c'est très con à dire. Mais ensuite, il faut trouver quelles sont les situations qui, toi, t'inspirent vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et après, de tout ce que tu as cité là, au final, c'est quand il y a un petit effort au début, ou un truc, ou alors il y a deux choses, soit un petit effort, soit un lâcher prise, Mhm. et ça te mène à la créativité directement. Ouais. Genre, moi, si je prends Ouais. mon exemple, là, tu parles du sport. Ben, le sport, tu sais, tu t'es focalisé sur un truc, et puis ensuite, tu lâches et tu as de la créativité qui vient. Mhm. Ou alors les personnes inspirantes. Si je prends mon cas, moi, je le dis souvent, la fois où j'ai le plus d'inspiration, c'est sous la douche, tu vois, là où je suis Mhm. complètement déconnecté de tout. Ouais, ouais. Mm, C'est mm. rigolo. Alors, Euh, le sport, moi, c'est encore différent. Si tu veux, il y a 2 choses. Il y a le sport qui me génère des endorphines, première chose. ouais, Je fais du sport en extérieur, donc je suis dans un cadre inspirant et qui me plaît, deuxième chose. Et ensuite, j'écoute souvent des podcasts ou des livres audio à ce moment-là. ok, Donc, si tu veux, j'aligne tout. J'aligne environnement inspirant, endorphine et inspiration. ouais, Inspiration ouais, parce que j'écoute quelque chose. Donc, les 3 mis ensemble, ouais, ça me génère des idées. ok, ok. Si tu devais donner un conseil, donc tu en as déjà donné énormément, tu as déjà donné beaucoup de choses. Si tu devais donner un conseil aux personnes coach qui veulent se lancer ou qui essayent de se lancer, comme tu disais au début, c'est pas je suis en train de me lancer, c'est oui ou non. Hmm. Ça serait quoi? D'arrêter d'essayer de monter des usines à gaz et de se cacher derrière de la procrastination positive en mode je vais faire mon site, ma vidéo elle n'est pas parfaite donc je la lance pas, il faut que je suive des offres, il faut que je fasse du coaching gratuit, c'est des conneries. Non, très simplement, en fait, tu fais une offre, tu crées une Ouais. offre. Alors ça, si c'est dans le coaching et d'accompagnement de personnes, ça peut juste être j'aide les personnes comme ça à faire ce truc-là, tu vois. Derrière, en fait, juste, tu vas aller parler à des gens, très simplement. Tu as une offre, va parler à des gens. Ouais. Va dire, écoute, est-ce que tu vis ce problème-là? Moi, justement, c'est ce que je fais. Si tu veux en prendre discuter, crée du contenu, montre-toi face à cette audience-là, trouve un moyen de les approcher et de te faire voir, en fait. Mais vraiment simple. C'est qui je veux aider, quel est leur plus gros problème, comment je le règle, comment ils peuvent le savoir. Mm, mm, mm. Ok. Euh, on va arriver à la fin de l'interview. On va arriver Mhm. à la fin du podcast. Pour la fin, j'aimerais qu'on prenne une autre tournure, donc il reste des questions. Mais j'aimerais Mhm. qu'on prenne une autre tournure pour avoir en fait des questions assez simples, assez directes, euh, mais dans un but de répondre assez vite pour créer du momentum. Ok. Est-ce que tu serais chaud déjà de l'exercice? Ouais, toujours. Allez, Toujours? On va commencer par une question. On va commencer par deux questions de chauffe. Deux questions. D'habitude, j'en fais qu'une, mais on va commencer par deux. Bleu ou jaune? bleu. Ok. Est-ce que tu es déjà allé dans une forêt boréale? Dans une? Forêt boréale? Non? Ok. Tu peux dire, il n'y aura pas la caméra. Non, Je oui, rigole. non. Ok. Ok. À quoi tu penses dès le matin quand tu te lèves, à part prendre ton café et aller courir? Ma première intention quelle est l'intention de la journée? Si tu devais définir en un mot ton parcours jusqu'à maintenant, tu dirais quoi? Sinueux. Sinueux. Ok. Est-ce que tu as une citation qui résonne en toi? Ouais, j'en ai une. C'est une citation latine que je me suis fait tatouer d'ailleurs, qui est Ad Augusta per Angusta. C'est justement vers les sommets par les chemins sinueux. Ok. Donc ça rejoint ce que tu disais juste avant.
Je pense qu'on a déjà la réponse, mais peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Est-ce que tu as une règle de vie que tu appliques constamment dans ton business et dans ta vie? Faut que ça me fasse plaisir, sinon je le fais pas. Jamais. Ok, Je ok, fais jamais rien qui me fait pas kiffer. ok. Faut s'amuser du coup. Ouais. Ouais. La vie, elle est bien assez compliquée sur plein d'aspects. Si tu prends pas du plaisir sur le chemin, ça vaut pas le coup. Ouais. Quel est le truc que tu veux qu'on retienne de toi? Ah, c'est une bonne question, ça. Putain. Apprendre à être soi. Ok, apprendre à être soi. Ouais. Est-ce C'est que le plus tu gros- as... la plus grosse difficulté de mon parcours dans la vie. Ouais, Et c'est ce que j'ai le plus envie de donner aux gens. ok. On va enlever Florian de la prochaine question. Mhm. Est-ce que tu as une personne qui a eu un énorme impact dans ton parcours et que tu aimerais remercier? Il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Euh, un des premiers, c'était Selim Niederhofer, Ok, qui est copywriter, qui est digital strategist, des choses comme ça, et qui a été un de mes premiers maîtres de stage dans ces univers-là. En fait, quand je finissais mes études encore, j'étais encore en train de faire des ok, études de stratégie digitale. Et pendant ce stage, il m'a appris beaucoup de choses et il m'a mis des gros coups de pied au cul. ok, ok. Quelle est ta plus belle rencontre ou une de tes plus belles rencontres dans le monde de l'entrepreneuriat? Hum, La plus belle, c'est très difficile à dire parce qu'il y en a énormément, Ouais, mais je vais te dire forcément. parmi les premiers de mes très belles rencontres, c'est les deux associés de l'entreprise Bonne Gueule, Geoffrey Bruyère et Benoît Voschtenka, qui sont des personnes extraordinaires, qui aujourd'hui sont des amis, qui m'ont donné beaucoup de conseils à l'époque, qui m'en donnent encore aujourd'hui, que je vois encore très régulièrement et que j'adore. Ok, ok. Quelle est la personne ou qui est-ce que tu voudrais voir passer dans le podcast, pardon, dans la tête d'un top player? C'est une bonne question, mais je ne sais pas exactement à toutes les personnes à qui tu as déjà parlé. J'en ai vu passer deux, trois là déjà. Vas-y, envoie. C'est Premier nom qui? qui te passe par la tête. Angelo D'Acunto. Ah, je l'ai eu. Tu l'as eu? Ah, merde. Alors attends, on va trouver, t'inquiète pas. On va trouver. Très bien celle d'Angelo d'ailleurs. Ouais, il est brillant sur ce sujet. Ouais. Margot Klein. Ok, je l'ai pas eu. Voilà, Je l'ai pas contacté encore. faut dire à Margot de venir. En plus, elle a des punchlines pas possible, Ouais, ça te je marre. sais. Ok. Si tu avais, alors tu en as déjà encore donné beaucoup, si tu avais un seul et unique conseil, mais hyper game changer celui-là, pour ceux qui nous écoutent, ça serait quoi? Et je t'enlève le être authentique ou être soi parce que tu l'as déjà dit plein de fois. Ouais. Trouve, trouve un livre qui est important pour ton métier ou pour ton développement personnel, mais plus pour ton métier vu notre sujet global là, et ne lis que celui-là 10 ou 20 fois de toute l'année. Ta vie va Ok, changer. ok, ok, Moi, c'est quand j'ai arrêté de consommer le contenu et que pendant un an, je suis resté sur les 5 mêmes livres que j'ai fait un saut stratosphérique dans mes compétences. ok. Donc en fait, c'est même pas lire un livre, c'est l'étudier et le surétudier, quoi. Ouais, moi, aujourd'hui, quand un livre, je le trouve intéressant, j'ai 4 à 5 lectures minimum, Ok, avec prise de notes, etc. ok. D'affilée? Ouais, quasiment, ouais. Ok, intéressant. Est-ce que tu as, alors tu le savais pas trop, il y avait un défi dans ce podcast. Ah bon? Ouais. Est-ce que tu aurais un défi à me donner pour le prochain épisode dans la tête d'un top player? Ça peut être un mot, une citation, une phrase. Et si tu es gentil, je te dirai ce que c'est après. Même s'il C'est était une bonne question. moyennement simple, mais simple quand même. Ah, bah, place une phrase en latin. Laquelle? Ah, celle que tu veux, ça, je te laisse choisir. C'est déjà bien assez emmerdant. Ah ouais, déjà que je parle pas un mot latin et que j'ai toujours détesté ça. Je te rassure, moi, j'en ai fait à l'école et je me rappelle pas de grand-chose. Ok, bon, une phrase à l'intérieur. Ouais. Ok, bon, je vais essayer de trouver ça, quoi. Surtout que le prochain podcast est bientôt. Donc, ok. Tu voulais connaître le défi ou t'en Bah fous? oui. Bah Ouais. oui, non. Je veux savoir. C'était de placer à un moment le forêt boréale. J'ai vu ta tête, elle était un peu bizarre. Mais c'est surtout que je comprenais vraiment pas qu'est-ce que tu me voulais avec ta forêt boréale. C'est Du coup, ça. là, je comprends mieux, c'est rigolo. C'est En qui fait, t'a dit ça? c'est Karl Roussel. Je pense pas que tu le D'accord. connaisses. Si, je vois qui c'est. Ah, tu vois qui c'est, voilà. C'est Karl Ouais. Roussel. Et il a longuement hésité, tu vois. Il était là, il me disait, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes, tu vois, avec ta forêt. Et au final, oui, il a cité ça, forêt boréale. Alors, je pensais à Bali, je pensais à plein de trucs. Ouais. Au final, j'en sais rien. Bon, c'est sorti comme ça. Forêt boréale, ça existe? Enfin, ça veut dire quoi? Je vois même pas ce que ça veut dire exactement. C'est pour ça que je te dis Mais non, je crois pas. en fait, j'ai un petit peu regardé la forêt boréale. Il y a
Je crois que c'est un type de forêt, j'en sais rien. Mais en Ouais, tout cas, ouais, il y a un tiers de la forêt boréale qui se place au Québec. d'accord. Donc, Ah, ouais, non, j'étais pas là-bas. donc voilà. J'ai été dans Euh, des forêts chelous des fois, hein. J'ai fait des forêts en Thaïlande, à ouais, Bali, en montagne, en Georgie et tout. Mais non, au Québec, j'ai pas fait. ok. Un Dernière peu mauvais. question. Dernière question pour une question bonus avec toi. Est-ce que ce podcast a été aussi cool que ton petit-déj? Ouais, grave. Ouais, Ok, j'ai passé un bon moment, je me suis bien amusé. ok, super. Bon, merci à toi. Pour la dernière question, on va faire tu vois, une question simple, une question logique et une question classique. Où est-ce qu'on peut te retrouver et comment? Le plus simple, c'est de me retrouver sur Facebook, Jérémy Coleman. Attention à ne pas suivre la page et à suivre le compte, le vrai compte, Jérémy Coleman, c'est mon vrai compte Facebook, hein. Le mieux, c'est de me suivre là, c'est là où je publie le plus de contenu, c'est là où je mets toutes les mises à jour, c'est là où je réponds à tout le monde, etc. Ok, ça marche. Bon, je vais ajouter ça du coup dans la description. Enfin, Ça marche. je sais jamais où ajouter ces trucs-là, donc en haut, en bas, Ouais, par bon, là. ça ira dans la description quelque part, quoi. Yes. En tout cas, nous, on se retrouve pour la prochaine émission dans la tête d'un top player. Je te dis à très bientôt. À très bientôt, Jérémy. Bye. Bye. Ciao.